Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. C'est la Sibylle du montage que vous voyez juste là. Je m'en excuse, j'ai eu un petit souci. Je me suis rendu compte que j'avais malencontreusement supprimé certains rushs vidéo et donc toute la première partie de ce carnet de lecture a disparu tout simplement. Donc je ne vais pas tout refilmer. L'objectif c'est pas de vous refaire les 10 minutes de rush qui ont été supprimées, mais je voulais quand même vous donner un peu de contexte pour que vous compreniez un peu pourquoi ce carnet de lecture est un petit peu décousu et je m'en excuse auparavant. Avant de lancer cette vidéo, je voulais juste vous parler de la lecture que j'avais en cours en début de semaine lorsque j'ai officiellement lancé le carnet de lecture, puisque si je vous parle pas de cette lecture là, vous allez voir que ça va être un petit peu difficile à comprendre d'un point de vue chronologique sur le reste de la vidéo. Donc je vous reparle juste rapidement de ce roman et puis je vous laisserai bien évidemment regarder la suite de la vidéo tranquillement. Donc j'étais en pleine lecture de ce roman, La petite boutique au poison de Sarah Penner, initialement publié chez Faubourg Marigny et ensuite publié chez Pocket. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai la version poche. Et dans ce roman, vous avez une double temporalité. Vous avez une première temporalité qui se passe au passé, en 1791, où on fait la connaissance de Nella, une apothicairesse qui tient une petite boutique dans laquelle on va retrouver des remèdes, des onguents, des pommades qui permettent de soigner les maux des femmes, mais également des poisons, puisque Nella propose aux femmes des poisons pour tuer certains hommes malfaisants. Et en parallèle, vous avez également Elisa. Donc Elisa, c'est la petite apprentie de Nella. Et il va y avoir une relation assez particulière qui va se créer entre ces deux femmes. En parallèle de tout ça, vous avez Caroline qui est dans une temporalité beaucoup plus moderne puisqu'elle vit à notre époque. C'est une Américaine qui débarque à Londres, toute seule, puisque son couple bat de l'aile et elle a vraiment l'intention de réfléchir à sa vie, réfléchir à tout ça. Elle vient d'apprendre que son mari la trompe et donc elle prend la fuite à Londres alors qu'ils étaient censés partir tous les deux en voyage pour célébrer leurs 10 ans de mariage. Et finalement, elle prend la décision de partir toute seule pour faire le point sur sa vie. Elle va rencontrer un groupe de personnes un peu fantasques qui font des fouilles autour de la Tamise. En fait, ils ratissent un peu la Tamise pour trouver des objets de valeur historique ou non, tout dépend de ce que l'on trouve comme objet. Et pendant une de ces fouilles-là, Caroline va trouver une petite fiole qui aurait appartenu à un apothicaire. Et donc vous comprenez rapidement que le lien entre les deux temporalités se fait de cette façon-là. Et vraiment, c'est une lecture que j'aime beaucoup. Dès que j'ai commencé la lecture, en tout cas, j'ai été très vite prise dans l'histoire. Je trouve que on est vite embarqué, la plume de l'autrice est très fluide. Et puis ces deux temporalités se répondent très bien. Le lien est très bien fait entre les deux. Moi j'ai autant aimé suivre ce qui se passait au passé que ce qui se passait au présent. C'est assez rare je trouve parce qu'en règle générale on préfère souvent une temporalité à l'autre. Là en l'occurrence pour moi dans cette lecture là ça n'a pas été le cas. J'ai apprécié autant les deux temporalités et je me suis vraiment prise d'affection pour la fameuse Caroline que l'on découvre dans notre vie de tous les jours, qui pour le coup me semble être un peu la femme d'aujourd'hui en fait, hein, qui se pose quand même beaucoup de questions sur sa vie et qui se rend compte qu'elle a été un peu abusée pendant toutes ces années et que son mari l'a trompée. Donc du coup vraiment je me suis vraiment attachée à elle, tout comme j'ai apprécié suivre les aventures de Nella et Elisa, et franchement 1791, c'est pas la meilleure période pour être une apothicairesse qui tue des hommes, hein, clairement. Donc c'est vraiment bien mis en relief, bien mis en exergue. L'histoire est bien ficelée, bien trouvée et vraiment j'aime beaucoup cette lecture. Je vous laisse donc profiter de la suite de la vidéo et puis je vous dis à plus tard.
pour finir sur mes lectures en cours, je vais vous en parler quand même beaucoup moins longuement parce que pour le coup, j'ai moins les idées claires sur ce roman, même si j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant, mais je vais attendre d'être un petit peu plus avancée. J'ai pris sur liseuse La malédiction de Venise de Megan Chance. Là encore, on est sur un roman qui est publié chez Faubourg Marigny. Et donc c'est un roman que je lis en lecture commune avec Coralie, du compte Coralie et Écoute. Et on est sur un roman que je lis dans le cadre de mon challenge On lit du gothique en automne. Si vous avez envie de me rejoindre dans ce challenge, surtout n'hésitez pas, on est plusieurs à s'être lancés dans cette folle aventure de découverte de romans gothiques. Donc n'hésitez absolument pas à nous rejoindre. Là pour le coup, sur La malédiction de Venise, c'est un roman que j'ai classé dans ma catégorie Malédiction quand tu nous tiens. Bon, ça paraît un peu logique avec le titre du roman. Et c'est un roman que je voulais lire depuis longtemps, enfin depuis qu'il est sorti chez Faubourg Marigny, encore une fois. Je vous en parle pas trop de la maison d'édition Faubourg Marigny parce que je n'ai pas eu l'occasion de lire encore des romans de chez eux. J'en ai dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ces romans. Et en fait, que ce soit La petite boutique au poison ou La malédiction de Venise, ben en fait, ce sont mes deux premiers romans de cette maison d'édition que je lis. Et j'en suis vraiment très contente parce que je trouve que leurs parutions sont toujours très alléchantes. Ils font à peu près une parution par mois. Et à chaque fois, je regarde avec attention leur programmation de parution parce que je trouve qu'ils proposent des romans très éclectiques, des romans historiques qui sont hyper alléchants. Et en plus de ça, vous savez que je suis pas mal les vidéos de Doris, donc My Little Books 13. Je vous remettrai son compte ici. Et en fait, elle est flamboyante, donc elle est partenaire de la maison d'édition de Faubourg Marigny depuis quelques temps maintenant. Et c'est vrai que quand elle parle de leur parution, à chaque fois, enfin, c'est toujours un carton plein, ça me donne toujours méga envie. Ah, la machine à café. Voilà. Désolée pour cette petite interruption. Donc, je vous disais qu'elle elle en parle toujours avec énormément... enfin, en fait, elle en parle toujours avec beaucoup de positivisme et ça me donne très envie de me lancer dans la découverte de cette maison d'édition. Donc, bref, je referme la parenthèse, aparté terminé. La malédiction de Venise, c'est donc ma lecture en cours, en lecture commune avec Coralie. J'en suis à 25% lu, donc c'est pas énorme, je crois que j'en suis au chapitre 19 ou quelque chose comme ça. Et comme vous pouvez vous en douter, l'intrigue se passe à Venise dans les années... Oh, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, il faudrait que je reprenne vraiment le synopsis, mais c'est dans les années, je pense, 1800, quelque chose comme ça. Et donc on est dans un palazzo à Venise avec toute cette ambiance gothique qui s'instaure petit à petit. Donc je viendrai vraiment vous en reparler plus tard parce que là, comme vous voyez, j'ai pas trop les idées très claires sur le roman. Mais vraiment, pour le moment, j'aime bien. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus lent que La petite boutique au poison, puisque forcément, on est sur un roman d'inspiration gothique. Donc, vous le savez peut-être un petit peu maintenant depuis que je vous en parle, que ces romans-là, ce sont des romans pour lesquels les intrigues sont assez lentes, puisqu'il n'y a pas trop d'action. Et vraiment, on se base sur l'ambiance qui devient de plus en plus oppressante et qui monte un peu crescendo. Donc là, c'est exactement ce qu'on retrouve dans celui-ci. Mais ça n'empêche que pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, je viendrai également vous en reparler. Et pour clore ce petit rush vidéo, j'ai reçu une petite enveloppe. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas reçu ces petites enveloppes. Et du coup, je suis très contente de les voir. Oh là 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 là, de voir cette petite enveloppe qui était dans ma boîte aux lettres ce midi. Donc j'attendais de pouvoir filmer pour l'ouvrir. Et donc on est sur un petit envoi de la part de Eve. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Eve, elle a une petite boutique de papeterie. Hop. Donc elle m'a fait un petit mot que je vais prendre le temps de lire. Trop bien. Eh bien écoutez, petit mot que j'ai bien fait de lire avant de vous en parler plus en détail, puisque elle vous propose un code promo
Donc vous avez moins 20% jusqu'au 30 novembre 2024 avec le code Sibylle20 que je vais vous mettre ici. Donc n'hésitez pas parce qu'en plus elle a donc sorti quelques nouveautés. Donc je vous mets sa petite carte ici si vous voulez faire un petit stop arrêt sur image. Donc du coup Eve, comme je vous disais, elle a une boutique de papeterie et elle fait des jolies cartes, des marque-pages, des tableaux, elle fait plein de choses différentes. Et c'est hyper joli. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle fait des créations en fonction des saisons. Et donc, vous savez, moi, je suis lectrice saisonnière, hein, donc ça me va bien. Ça me va même très très bien et c'est très joli. Oh là là, oh, ils sont très beaux. Oh là 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 là. Donc, nous avons, que je fasse pas n'importe quoi, une petite carte. Et en fait, vous avez toujours des petites citations comme ça, plutôt thérapeutiques, on va dire, ou des citations très inspirantes. Se rincer les yeux avec de belles choses au quotidien pour encore plus savourer la vie. Donc une petite carte, très très jolie, très sobre, mais très efficace. Et vous avez également, alors franchement, je suis trop fan, j'adore. Là, pour le coup, on est vraiment dans l'ambiance automne à fond. Le premier marque-page. Donc savourer les bulles de bonheur du quotidien et se donner des moments cosy. Donc là vraiment c'est trop bien, on retrouve vraiment tous les marqueurs de l'automne, hein, avec les citrouilles, les feuilles mortes, le feu de cheminée, les cafés, les pumpkin spice latte, ce genre de choses. Voilà, et le deuxième petit marque-page, là on est plutôt sur un marque-page d'inspiration noëlesque. Puisque là, vous voyez, donc vous avez toujours la petite cheminée, mais cette fois-ci, on est plutôt sur la décoration de Noël, avec la boule à neige ici, le Père Noël, tout ça. Et ce que vous avez comme citation sur celui-ci, c'est « Rallumer son cœur avec des moments magiques, de la douceur, du merveilleux, et plus à s'offrir et à partager. » Voilà, donc franchement, trop beau. Je vous remontre tout ça. C'est très très beau. Merci beaucoup Eve pour ces petites attentions qui me font, comme tu le sais, très plaisir. Et je suis ravie de voir que tu as relancé des nouveautés parce que c'est superbe. Et ce sont des nouveautés qui vont bien évidemment m'accompagner sur les prochaines semaines et les prochains mois, tu t'en doutes. Donc vraiment, merci. N'oubliez pas le petit code promo si vous souhaitez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Donc moins 20% jusqu'au 30 novembre avec le code Sibylle20. Voilà, je vous remets toutes les infos ici et en barre d'infos, comme ça vous avez tout. Et puis ceci dit là maintenant je vais arrêter de blablater. Je vais aller chercher mon fils qui va m'attendre quand même. Et je vous dis à très vite. Petit point lecture en cours. J'ai terminé hier soir La petite boutique au poison de Sarah Penner. Je vous en reparle très vite, mais franchement, ça a été une très très belle surprise, très belle découverte et je m'y attendais pas vraiment en fait, hein, tout simplement. Je m'attendais pas à grand chose d'ailleurs, mais c'est une très belle surprise. Voilà. Et du coup, j'ai repris ma lecture de La malédiction de Venise de Megan Chance. J'en suis à 28% là, voilà. Donc j'en suis au chapitre 11 ou 12, je sais plus. C'est vraiment pas mal, pour l'instant j'aime bien, mais c'est assez lent comme lecture. Voilà. Donc j'ai ma petite tasse de thé là-bas, je suis sous mon plaid parce qu'il fait hyper froid ce matin. Et voilà, et donc je m'accorde un petit temps lecture maintenant. Et j'avance dans La malédiction de Venise pour vous en reparler très vite.
sommes jeudi fin d'après-midi et je suis ravie de vous retrouver. Je viens juste de rentrer, j'étais en rendez-vous à l'extérieur et donc là je prends quelques minutes pour venir discuter avec vous. Je voulais notamment vous faire un retour sur une de mes lectures en cours qui est désormais une lecture terminée. Les deux autres, je ne vais pas vous en reparler pour l'instant parce que j'ai pas forcément plus avancé que ça. Mais j'ai terminé La petite boutique au poison de Sarah Penner, donc aux éditions Pocket. Je vous en avais déjà pas mal parlé en début de semaine. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que je pensais du roman en début de semaine n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on est sur un roman qui a été une très belle surprise, une très belle découverte. Et pour moi, c'est un carton plein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça a été une très très belle lecture. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans la précédente séquence vidéo, mais voilà, sachez que la double temporalité est très bien ficelée, que les deux histoires que l'on découvre en parallèle sont aussi intrigantes l'une que l'autre. On a beaucoup d'actions, on a beaucoup de découvertes, on est très vite embarqué dans l'histoire et ça fait qu'on est sur un roman qui est vraiment fascinant, qui est captivant. Et voilà, la fin est totalement à la hauteur de mes attentes. J'ai autant apprécié le dénouement de la partie au passé en 1791 que le dénouement de la partie au présent avec Caroline. Et vraiment, je n'ai vraiment rien à dire si ce n'est lisez-le parce que c'est une jolie petite pépite ce livre. On est sur un roman historique qui vraiment plaira aux fans du genre. On est sur quelque chose qui est très bien fait, très bien pensé, qui met en avant la féminité, qui met en avant la sororité, qui met en avant l'entraide. Et ce sont des très belles thématiques que l'on retrouve dans ce roman. Je voulais également vous parler aujourd'hui de deux achats qui ont rejoint ma palle, donc tant qu'à faire, allons-y. Je vous parle donc de mes deux derniers craquages. Le premier, ça ne va pas être une grosse découverte pour vous. On est sur une saga historique, sur une nouvelle saga historique. Vous savez que je suis une grande aficionado du genre. J'adore les sagas historiques, franchement, c'est, je pense, une des choses que j'aime le plus. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de craquer pour la dernière sortie chez Charleston, qui n'est autre que la dernière saga historique de Sarah Lark. Donc là, on est sur une saga qui s'appelle Le Chant des Highlands. On est donc sur le premier tome, La Promesse des Étoiles. Et j'ai terriblement hâte de me lancer dedans. Sarah Lark, c'est une autrice que j'ai déjà rencontrée, enfin que j'ai déjà lue, on va dire. Plutôt ça, je ne l'ai jamais rencontrée, je l'ai déjà lue par contre. Et j'ai notamment lu le Pays du nuage blanc, sa saga qui se passe en Nouvelle-Zélande. Et c'est un petit bijou, cette saga. Franchement, j'avais beaucoup aimé cette saga historique. D'ailleurs, je crois qu'elle fait partie de ma vidéo 11 recommandations de sagas historiques que vous devez pouvoir retrouver sur cette chaîne que j'avais faite l'année dernière de mémoire. Et donc dedans, vous avez Le Pays du nuage blanc qui était vraiment une saga que j'avais adorée. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle saga, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté, ce n'est pas possible. Voilà. En plus, là, comme vous pouvez vous en douter avec le titre de la saga, on va être en Écosse. Donc moi, c'est juste parfait. J'adore l'Écosse, j'adore l'histoire écossaise, j'adore Sarah Lark, j'adore sa plume. Bon, normalement, on devrait faire encore une fois un carton plein et ça devrait être un très très bon moment de lecture. Comme d'habitude, je vous lis la quatrième de couverture. Écosse 1873, Alice, Donna et Katrina, issues de la prestigieuse lignée des Hardes, grandissent au sein de l'aristocratie écossaise. La tête dans les étoiles, les trois cousines s'imaginent parcourir le monde bien loin des conventions imposées par leur famille et leur rang. Tandis qu'Alice veut explorer le ciel, Donna rêve de voler en montgolfière et Katrina, elle, espère devenir actrice de théâtre. Le jour où elles sont admises à l'école Saint-Léonard's, le premier lycée écossais pour filles, leur rêve semble enfin à portée de main. Mais lorsqu'Alice doit rentrer d'urgence auprès de ses parents, les destinées des trois jeunes femmes prennent une tournure inattendue et elles se retrouvent dispersées aux quatre vents. Sarah Lark nous entraîne dans une saga époustouflante aux côtés de trois héroïnes à la conquête du monde et de leur destin. Il vient donc tout juste de sortir en librairie, il est sorti la semaine dernière de mémoire, édition Charleston. Si ça vous intéresse,
allez-y et n'hésitez pas à me le dire si vous avez craqué, comme ça nous pourrons peut-être organiser une petite lecture commune. Et l'autre roman pour lequel j'ai craqué, c'était absolument pas prévu, mais j'ai lu dans un magazine un avis assez dithyrambique quand même sur ce roman qui m'a donné terriblement envie. Donc, je n'en avais jamais entendu parler. Vraiment, je ne connaissais absolument pas l'histoire, je ne connaissais pas la thématique, je ne connaissais rien du tout. Mais quand j'ai lu cet avis, je me suis dit ok, c'est le moment ou jamais, on fonce. Donc, je me suis procuré aux éditions J'ai lu cette fois-ci Le baiser de Sophie Broca. On est donc encore une fois sur un roman historique à double temporalité, plus ou moins historique et plus ou moins à double temporalité. Et donc le baiser, ça parle, en tout cas la thématique principale, c'est notamment l'art et la sculpture. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment intriguée. La 4e de couverture m'a vraiment intriguée et j'ai super envie de le lire en fait. Voilà, tout simplement. Pourtant, j'en avais vraiment pas du tout entendu parler jusqu'ici. En 1910, une jeune exilée russe découvre à Paris la vie de bohème auprès d'un sculpteur roumain, Constantin Brancusi. 100 ans plus tard, une avocate est chargée d'identifier le propriétaire d'une sculpture, le baiser, scellé sur une tombe parisienne. Élucider les raisons de la mort de l'inconnu devient pour Camille un combat personnel, rendre sa dignité à une femme libre injustement mise au banc de la société. Avec ce portrait vibrant de deux femmes en quête de justice et d'indépendance, le baiser questionne ainsi le statut des œuvres d'art, éternelle propriété marchande, qui sont pourtant le patrimoine commun de l'humanité. Bon, bien autant vous dire que, en fait, vu que ça parle d'art, ça parle de sculpture, j'ai vraiment très envie de me lancer dedans. J'aime beaucoup les romans qui parlent d'art comme ça, et là, pour le coup, ça m'intrigue, hein, ça m'intrigue beaucoup. Donc dites-moi si vous en avez déjà entendu parler, si vous l'avez lu, si ça vous parle ou pas du tout. Mais moi j'avoue que c'était vraiment une grosse découverte de mon côté. Grosse découverte qui ne va pas trop tarder à être lue, je pense. Donc je suis quand même preneuse de vos avis si vous en avez un sur ce roman. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'ai pas mal de petites tâches ménagères à effectuer. Et je pense que je vais me mettre devant une série puisque j'ai commencé l'adaptation du roman Les enfants sont rois de Delphine de Vigan qui vient de sortir sur Disney+. C'est une adaptation de Géraldine Nakache notamment. Et franchement, je viens de commencer, hein, je suis rendue à l'épisode 2, donc pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose, si ce n'est que j'adore retrouver l'ambiance du roman. J'avais adoré Les enfants sont rois, donc je vais la regarder, je vais regarder l'intégralité de la série, je crois qu'il y a 6 épisodes, on est sur une mini-série. Donc je vais regarder l'intégralité de la série et je viendrai vous donner mon avis après coup, parce que je pense que vous êtes quand même assez nombreux à avoir lu ce roman de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, il a fait beaucoup parler. Si vous ne connaissez pas, sachez que la thématique principale, c'est les enfants influenceurs et... en grande partie les enfants influenceurs et tout ce qu'il y a autour en fait, hein, tout le travail des enfants, comment est-ce que c'est légiféré, ce genre de choses, tout ça, donc c'est quand même la thématique de fond. Et c'est quelque chose qui est, en tout cas c'est un sujet qui d'un point de vue juridique m'intéresse énormément, mais je trouve que c'est un sujet qui d'un point de vue sociétal est vraiment passionnant également. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en termes d'adaptation cinématographique. Je vous en reparle bien vite. En attendant, je vous dis à plus tard. Hello, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi et je vous reprends enfin en vidéo. Je viens clore tout simplement ce carnet, mais avant ça, je voulais absolument vous faire un retour sur La malédiction de Venise de Megan Chance, publié aux éditions Faubourg Marigny, que j'ai terminé, enfin. Et je voulais également vous parler de ma lecture audio en cours. Donc, concernant ma lecture du Faubourg Marigny, donc La malédiction de Venise, pour vous expliquer un petit peu plus en détail l'histoire, puisque je crois que je ne suis pas allée jusque-là.
On est sur une histoire qui se passe à Venise, puisque l'on suit Elena Spira dans les années... Alors, je ne saurais pas trop vous dire en termes d'années, mais je pense que je place cette histoire un peu fin des années 1800 en gros. Et donc, on découvre Elena Spira, qui est une jeune femme qui débarque à Venise parce qu'elle a créé, enfin, elle a causé la disgrâce de sa famille. Et, euh, et donc du coup, pour s'en débarrasser un peu, son père qui est médecin décide de l'envoyer à Venise pour prendre soin d'un de ses malades, Samuel Farber. Et donc elle débarque dans un palais, dans un palazzo vénitien, qui est franchement décrépit, qui tombe un peu en lambeaux, hein, faut le dire. On sent que la famille propriétaire du palais n'a pas les moyens de le remettre en état. Et donc, elle se rend très vite compte en arrivant que le palais vénitien comporte bien des secrets. Et donc, l'ambiance qui règne est très pesante, très oppressante. Elle fait la connaissance de Samuel, donc le malade dont elle doit prendre soin. Et en fait, il s'avère que Samuel a des grosses crises d'hystérie. En fait, il explique à Elena qu'il est pris de visions. Ce sont des grosses visions qui le rendent vraiment violent et qui le rendent presque pas lui-même en fait, hein, qui font en sorte que il sort un peu de son corps, si vous voulez, il devient complètement hystérique. Et donc Elena va faire très très vite face à ce type de crise. En parallèle de ça, on découvre Nero Basilio, qui est le meilleur ami de Samuel Farber et qui débarque dans ce palais vénitien. Donc Nero, c'est le propriétaire de ce fameux palais et en fait, une relation assez particulière va se créer entre Elena, Samuel et Nero Basilio. Et je n'en dirai pas plus parce que de toute façon, je ne peux pas vous en dire plus. On est clairement sur un roman d'ambiance, un roman d'atmosphère. On est sur... alors certes, on est clairement dans un roman d'inspiration gothique. Là, on ne peut pas faire plus gothique. L'ambiance qui y règne est extrêmement pesante, est extrêmement malaisante. Dès les premières pages, on est plongé dans cette ambiance. On est plongé dans ce palazzo vénitien qui renferme énormément de secrets et on s'en rend compte dès les premières pages. Et franchement, pour ça, bravo à Megan James parce que vraiment, une ambiance pareille qui s'instaure en aussi peu de pages, ça se voit assez rarement. Donc, sur la partie atmosphère, la partie ambiance, la partie inspiration gothique, honnêtement, je n'ai rien à dire parce que c'était une immersion complète. Vraiment. En revanche, là où je suis un petit peu plus mitigée, et c'est ça qui fera qu'on n'est pas sur une lecture coup de cœur et on est plutôt sur une lecture mitigée en demi-teinte, c'est l'histoire en elle-même. Je n'ai pas franchement accroché à l'histoire. Déjà, je ne me suis pas attachée au personnage, donc bon, ça a été un peu chaotique. Elena Spira, franchement, elle m'a fait ni chaud ni froid. C'est le personnage principal, certes, mais je trouve qu'on n'a pas... en fait, on n'a pas beaucoup d'indications sur elle. On sait elle a créé la ruine de sa famille. On sait que, bon, elle a fait des faux pas. On sait qu'elle est en disgrâce. Mais on n'en sait pas plus que ça. En tout cas, les bribes d'informations qu'on réussit à avoir sur elle ne nous donnent pas forcément envie de nous intéresser plus que ça à ce personnage. Et je ne l'ai pas trouvée forcément attachante, je ne l'ai pas trouvée particulièrement touchante ou émouvante. Et du coup, bon, bah, ça me faisait un peu ni chaud ni froid de suivre ses aventures. Les autres personnages, le personnage de Samuel est un peu plus touchant, j'ai trouvé, parce qu'on voit bien le pauvre qui est complètement dépité par ce qui se passe. Il est pris de crise, il sait pas trop pourquoi. Il souffre en fait, hein, il souffre le martyr. On lui refuse les médicaments qu'il aimerait avoir. Enfin, on sent que c'est compliqué pour lui. Il est vraiment dans une période de dépendance médicamenteuse. Il est dans une période complètement bouleversée. Et donc il était un petit peu plus touchant, mais ce n'est pas non plus le personnage exceptionnel que l'on va aimer suivre du début jusqu'à la fin. C'est vraiment bon, enfin, c'est un personnage comme les autres entre guillemets. Et Nero Basilio, alors certes, il est assez intriguant parce qu'en plus il arrive un petit peu en décalé par rapport aux autres personnages et on fait sa connaissance un peu plus tardivement dans le roman. Mais
Ouais, il a quelque chose d'un petit peu intriguant, mais c'est pas pour autant qu'on s'attache à lui, c'est pas pour autant qu'on s'intéresse plus que ça à lui. Et du coup, j'ai trouvé que les personnages étaient relativement fades, et en tout cas, ça ne met pas l'intrigue en valeur, clairement. Et pour parler de l'intrigue, eh bien, en toute honnêteté, j'ai été relativement déçue parce que je trouve que c'est très répétitif. En fait, c'est toujours plus ou moins la même rengaine. Les journées se suivent et se ressemblent continuellement. Elena, elle se lève, elle va chercher à manger pour son malade, elle fait les soins de son malade, elle revient. Il y a forcément un moment dans la journée où il y a une crise. Samuel devient violent, Elena en pâtit. Enfin bon, voilà, c'est toujours plus ou moins la même rengaine et il se passe pas grand chose, ça n'avance pas beaucoup, du moins jusqu'au, on va dire, trois quarts du roman. Après, aux trois quarts du roman, ça commence à s'accélérer un peu, mais au niveau de l'intrigue, bon, j'ai trouvé que c'était quand même globalement assez prévisible. Et je n'ai pas été très emballée, vraiment, faut le dire. Voilà, faut vraiment le dire. Donc, en conclusion, le gros point fort de ce roman, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère qui se dégage. C'est clairement pour ça qu'il faut le lire et c'est clairement comme ça qu'il est présenté. On le présente comme un conte gothique. Bien oui, c'est ça, on est sur un conte gothique. Et c'est vraiment pour ça que je vous conseillerais de le découvrir. Après, sur l'histoire en elle-même et sur les personnages, on a quand même connu mieux. À mon sens, ça mériterait un petit peu plus d'approfondissement. Ça mérite quelque chose qui tienne un petit peu plus la route en termes d'intrigue. En tout cas, cette lecture me permet de valider la catégorie malédiction quand tu nous tiens du challenge On lit du gothique en automne, donc ça c'est plutôt bien. J'en suis à deux catégories, trois catégories. Enfin, la fabrique aux poupées, j'ose pas trop le compter comme un livre faisant partie du challenge parce qu'en fait je l'ai abandonné donc ça m'embête beaucoup. Mais bon, à l'ombre de Winnicott, j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur. Donc quand même, on est sur des lectures plutôt plaisantes pour le moment dans le cadre de ce challenge et je suis bien contente. Donc, il va me rester quand même le Château d'Otrante que je n'ai pas encore lu, qui va être ma catégorie roman classique. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Surtout le Château d'Otrante, il n'est pas très long, donc je pense que je vais pouvoir le caser assez rapidement. Et puis bah, franchement, pour l'instant, je trouve que ce challenge a été une belle découverte pour moi. Enfin, en tout cas, je suis bien contente de l'avoir organisé parce que j'ai fait des jolies lectures, des belles lectures. Ça m'a vraiment permis de découvrir un petit peu plus ce genre que j'aime bien. Et, euh, et puis, bah, ça me donne très envie de continuer à en lire tous les ans, au moins un ou deux par an, parce que je trouve que c'est très sympa de lire un roman d'inspiration gothique à cette période. Côté lecture audio, alors ça a été assez chaotique cette histoire, mais j'ai pris un roman en livre audio qui est un partenariat avec NetGalley et Audiolib. Partenariat que j'ai obtenu il y a assez longtemps honnêtement et j'ai un petit peu honte de l'avoir fait traîner autant. C'est un partenariat que j'ai dû obtenir au début de l'été. J'ai commencé plusieurs fois à écouter ce livre audio. J'ai d'abord débuté la lecture, j'arrivais pas à me mettre dedans, j'étais pas très concentrée, donc j'ai stoppé ma lecture. J'ai réessayé cet été, ça n'a pas fonctionné, donc je l'ai mis de côté. Et dernièrement, je cherchais un livre audio, je me suis dit, bon allez, on retente une troisième fois, on verra. Et finalement, la troisième fois a été la bonne, puisque pour le coup, je suis bien lancée dans cette lecture audio. J'en suis à 51% d'écoute, je crois. Donc il doit me rester l'équivalent de 5h30 d'écoute, parce qu'on était sur un roman qui en faisait à peu près 10 heures, je crois, quelque chose comme ça. 10h30 peut-être, un truc comme ça. Mais voilà, et donc du coup, comme quoi parfois il faut pas désespérer, il faut vraiment s'acharner un peu et persévérer parce que bah, pour le coup, si je m'étais écoutée, je l'aurais vraiment mis de côté, je n'y serais jamais allée. Et ça aurait été un peu dommage parce que je serais passée à côté d'une belle lecture parce que franchement, pour le moment, j'aime beaucoup. Donc, il s'agit d'un premier tome de saga. Ça m'embête un peu parce que je ne pensais pas que c'était une saga. On est sur une saga de 4 tomes. On est sur une saga qui est catégorisée comme Cozy Mystery, même si je suis pas forcément hyper d'accord avec cette classification. Mais bon, à voir.
À voir après, plus tard dans la série. Peut-être que ça se révélera être un vrai bon Cozy Mystery. Là, je suis pas forcément hyper alignée avec cette classification. Il s'agit d'un roman qui s'appelle Comment j'ai tué ton mari, écrit par Elle Cosimano. Et là, moi, je l'écoute en audio, en partenariat avec Audiolib, du coup. Donc, ce premier roman, de mémoire, il a été publié à l'écrit chez Charleston. Donc, vous pouvez le retrouver en version papier si vous le souhaitez. Et de mémoire également, le tome 2 vient de sortir. Donc, vous avez le premier tome qui vient de sortir en poche. Je ne sais plus chez quelle maison d'édition, mais il vient de sortir en poche, ça c'est sûr. Et vous avez le deuxième tome qui vient de sortir chez Charleston. Donc, dans cette histoire, on découvre Finlay Donovan. Alors, Finlay Donovan, c'est une jeune mère un peu désespérée, puisqu'elle est fraîchement divorcée de son ex-mari, qui est une véritable ordure, il faut le savoir. Et elle a 2 enfants en bas âge, 2 enfants de 4 et 2 ans, je crois. Et en fait, c'est une catastrophe parce qu'elle a du mal à joindre les 2 bouts. C'est une autrice de romans, de romances policières, on va dire, si j'ai bien tout compris. Et, et donc, du coup, elle doit absolument rendre un manuscrit à son éditrice, sauf qu'elle n'arrive pas à travailler sur ce manuscrit. Elle a pas trop le temps, elle a pas trop l'inspiration, c'est vraiment compliqué pour elle en ce moment. Son ex-mari la menace de récupérer la garde exclusive de ses enfants. Et elle refuse clairement d'abandonner la garde de ses enfants. Mais à côté de ça, elle a du mal à payer les factures. Enfin, c'est très très compliqué. Et donc, un jour, elle va bruncher avec son agente, à qui elle explique un peu ses déboires. Et donc, l'objectif, c'est d'obtenir un délai supplémentaire pour pouvoir finir son livre. Et malencontreusement, la personne, donc la femme qui est juste à côté de leur table dans le restaurant, la prend pour une tueuse à gages. Donc voilà, elle s'en mêle les pinceaux et donc cette femme la prend pour une tueuse à gages. Elle lui laisse un petit mot pour lui demander de liquider son mari. Et donc de là va s'engager tout un tas de péripéties, bien évidemment. Je ne vais pas vous révéler lesquelles parce que je ne vais pas vous spoiler tout ce premier tome, mais franchement c'est un premier tome assez prometteur quand même parce que c'est très très drôle. C'est très très drôle. On est sur une héroïne à qui il arrive des tuiles, mais alors c'est assez marrant parce que vraiment c'en est bien sûr trop gros pour être vrai, mais il lui arrive tuile sur tuile et on se dit mais c'est pas possible. Et elle a un don incroyable pour se mettre dans des situations mais rocambolesques, vraiment. Et franchement, ça rend le roman très drôle. Il y a une touche, malgré la lourdeur de certains sujets et malgré la profondeur de certains sujets qui sont révélés dans ce roman, ça apporte une touche de légèreté assez incroyable et c'est très bien fait. Franchement, j'aime beaucoup, c'est très bien fait. Et cette fameuse Finlay, eh ben, on finit par s'attacher à elle parce qu'elle est... en fait, c'est une maman un peu débordée, un peu dépitée, qui se laisse un peu embarquer par la vie. Et là, on voit bien qu'elle sait plus quoi faire, elle sait plus comment faire pour se sortir de toutes les mauvaises décisions qu'elle a pu prendre. Et c'est assez marrant parce qu'en plus, elle est entourée de personnes qui ne la tirent pas forcément vers le haut. Et donc, on se retrouve dans des situations assez incroyables. Voilà. Et donc, c'est très très drôle. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette écoute audio. En plus, je trouve qu'à l'audio, ça passe très bien parce qu'on est sur quelque chose de très dynamique. On est sur une lectrice à l'audio. Alors, je ne sais pas qui lit le livre. Il faudrait que je cherche pour voir quel est son nom. Mais qui a une voix très agréable et qui a une voix vraiment dynamique. Et en fait, ça donne vraiment du peps au roman, ça donne pas mal de choses. Et je suis hyper contente à chaque fois de retourner dans ma lecture quand j'ai un peu de temps pour écouter, que ce soit quand je vais me promener ou quand je prends la voiture et tout. Et je trouve que c'est vraiment plaisant. Alors bon, comme je vous disais, ça m'embête parce qu'on est vraiment sur un premier tome et donc ça veut dire que je vais embarquer dans une saga que je vais probablement écouter à l'audio et qui va être probablement assez longue pour moi. Mais bon, en même temps... on est sur une des rares sagas de Cozy Mystery, encore une fois, je mets des gros guillemets parce que je suis pas vraiment complètement alignée avec la classification,
que je trouve agréable et plutôt sympathique à suivre. Donc voilà, on n'est pas dans les clichés du cosy mystery habituel, donc ça change et ça fait vraiment du bien. Je vous en reparle bien évidemment dès que je l'ai terminé pour vous donner mon avis final sur cette lecture audio. Je vais donc en rester là pour cette semaine et je tenais encore une fois à m'excuser pour ce carnet de lecture qui est complètement, mais complètement décousu. Donc voilà, je m'en excuse encore une fois. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, je vais faire en sorte de ne pas faire les mêmes erreurs la semaine prochaine pour qu'on ait quand même un carnet de lecture un petit peu plus logique en termes de chronologie, hein, quand même, et que vous ne soyez pas complètement perdus. En attendant, j'espère quand même que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère également que vous aurez fait quelques découvertes livresques, que vous aurez noté des petits titres de livres. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette fin de vidéo, je vous en remercie. N'hésitez pas à me laisser en petit emoji des petites feuilles d'automne pour me dire que vous êtes arrivé jusque-là. Et n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous lisez en ce moment. Comme vous savez, j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et je m'inspire beaucoup de vos lectures. Donc n'hésitez absolument pas à me faire part de ce que vous lisez en ce moment. Sur ce, j'arrête de blablater, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!